Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo ? Rustica, le site internet ? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de jardinage proposé par la rédaction du magazine Rustica. La rubrique Comment aménager son jardin propose des idées et des conseils pour organiser, agencer et embellir son jardin. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre. Bonjour Laurélie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux allées et plus précisément aux matériaux qui les composent. Alors effectivement, les allées font partie intégrante de nos jardins. Ça permet de circuler dans le jardin, mais elles jouent aussi un rôle décoratif de tout premier ordre grâce aux matériaux qui les recouvrent. Du coup, comment faire le bon choix entre le gravier, pavé, briques, dalles et bois ? Vous pouvez m'aider, Pierre ? Alors dans un premier temps, on va distinguer les allées principales des allées secondaires. Les allées principales, c'est celles que l'on utilise le plus souvent. On va utiliser des matériaux qui sont souvent élégants, coordonnés avec l'éteinte de la façade. On va opter également pour des matériaux qui sont d'origine régionale, dont l'aspect va s'harmoniser avec l'architecture locale, mais aussi le style des bâtiments. Côté confort, ces allées principales, on a besoin de les utiliser régulièrement et donc pour des raisons de sécurité, on va préférer les revêtements à la surface naturellement dotés d'aspérité, évidemment, pour éviter de tomber. Et puis, il y a les allées secondaires, celles qui sont moins fréquentées, beaucoup plus discrètes. Elles s'accommodent de matières plus rustiques, moins ouvragées et sophistiquées. On va pouvoir faire là preuve de fantaisie. Alors, première possibilité, le gravier. Le gravier est une matière qui a été délaissée pendant très longtemps en raison de son allure jugée trop rustique. Mais aujourd'hui, le gravier est à nouveau et à juste titre la vedette de nos allées. Alors longtemps considéré comme un revêtement du jardinier peu fortuné, ce matériau a pourtant habillé les promenades des plus prestigieuses demeures royales et princières, à commencer par le fameux château de Versailles. Alors à l'époque, les jardiniers de Lenôtre, pour habiller les kilomètres carrés de chemins, d'esplanades et de placettes, utilisaient du sable et des gravillons. Alors aujourd'hui, après une période de désaffection qui a vu le succès de matières plus modernes comme le bitume ou le béton, eh bien le gravier, les sables, les gravillons sont à nouveau plébiscités. Pour quelle raison ? Pouvez-vous nous expliquer, Pierre ? Alors la première, c'est une raison financière, puisque de tous les revêtements, les gravillons offrent le meilleur rapport prix-surface. C'est aussi un matériau très facile à mettre en œuvre, qui ne demande aucune préparation particulière du terrain. Et enfin, c'est très très simple d'entretien, puisqu'un seul passage de râteau suffit à redonner son aspect d'origine à une allée. La seconde raison, elle est plutôt d'ordre écologique. Le gravier est une matière poreuse qui va laisser s'infiltrer l'eau de pluie à l'instar des revêtements étanches comme le béton ou les enrobés bitumineux. Il n'est donc pas nécessaire de collecter et d'évacuer l'eau de ruissellement. Celle-ci va tout naturellement s'infiltrer dans le terrain, reconstituant au passage les réserves d'eau du sous-sol qui bénéficieront ensuite aux végétaux alentours. Mais il y a bien quelques inconvénients tout de même. Alors oui, effectivement, aux avantages énoncés précédemment s'opposent deux inconvénients. Le premier, c'est l'inconfort d'utilisation et le second, c'est la dispersion des gravillons. Alors vous l'avez peut-être remarqué, Laurélie, lorsque vous utilisez une allée gravillonnée, il n'est pas toujours facile de marcher avec des chaussures à talons. Alors on a trouvé la parade, les fabricants ont trouvé la parade en développant un astucieux procédé de stabilisation des surfaces gravillonnées. On appelle ça les dalles alvéolées. Elles sont fabriquées en polypropylène recyclable, épaisses de 3 à 4 cm et résistantes à plus de 90 tonnes par mètre carré. Autant vous dire que ces dalles ressemblent à des alvéoles d'une ruche. On les pose sur une surface plane, propre, avant d'être remplie de gravillons. Le maillage qui constitue ces alvéoles en résine disparaît alors dans l'épaisseur du gravier et les granulats sont maintenus et stabilisés entre eux par les parois verticales des alvéoles. Ainsi, le passage des roues d'une voiture ne laisse plus de traces, les pieds de chaises, de tables, comme les chaussures à talons, ne s'enfoncent plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour les petits graviers qui roulent et s'éparpillent sur les côtés, dans les massifs ou la pelouse, il existe une solution ? Alors dans ce cas, la seule solution, c'est effectivement de réaliser une bordure qui évitera la dispersion et la projection des gravillons. Alors une bordure en briques, par exemple, c'est très simple. Vous la posez de champ, scellée sur un socle en béton, jointoyé ou non. Et cette petite bordure, qui va être un tout petit peu plus haute de 2 à 3 cm des graviers, va permettre de les contenir et d'éviter qu'ils ne débordent sur les côtés. Alors pour ceux qui souhaitent un peu d'originalité, on va remplacer les briques par des pavés, des bordures en béton, mais ces alternatives restent très visibles. Pour faire entièrement disparaître la bordure, la solution consiste tout simplement à utiliser des planches étroites, on les appelle des voliges, en sapin ou mieux encore, car résistantes dans le temps, des lisses métalliques qui sont enfouies dans le sol et fixées par des piquets directement dans la terre.
Quels sont les différents matériaux utilisés pour les revêtements gravillonnés ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, on a tout d'abord du sable de rivière. Ce matériau est issu de gravières et de carrières. Il est extrêmement fin, quelques millimètres seulement. Il est collecté, lavé, calibré et le sable affiche des coloris qui varient selon la région dont il est issu. Son extraction est gérée et contrôlée par des sociétés habilitées afin de ne pas dénaturer les sites de prélèvement. Autant vous dire, Laurélie, que le ramassage libre, par exemple en bord de mer ou dans le lit d'une rivière, est totalement interdit et sanctionné par la loi. Seule la vente via des marchands de matériaux ou des grandes surfaces de bricolage est autorisée. Le conditionnement, dans ce cas, s'effectue dans des sacs de 25 kg, des big bags d'une tonne ou carrément en vrac. Les gravillons et les graviers, quant à eux, se distinguent du sable par une granulométrie plus importante. Ce sont des morceaux de roche fragmentés, lavés, puis calibrés, comme pour le sable. Lorsqu'ils sont ronds, on les dénomme graviers roulés. Ils sont plus agréables à fouler que les graviers concassés qui présentent des faces anguleuses qui piquent sous les pieds lorsqu'on marche pieds nus. En revanche, ces graviers concassés roulent moins et tiennent beaucoup mieux en place. Alors pour un usage piétonnier et décoratif, on va privilégier les graviers qui présentent une granulométrie assez fine de l'ordre de 5 à 15 mm. En revanche, lorsque l'allée est carrossable et donc utilisée par des véhicules, on va choisir plutôt des granulats grossiers d'environ 25 à 30 mm, pouvant aller même jusqu'à 50 mm de diamètre. Maintenant que nous savons tout sur le gravillon, autre possibilité, le pavé, un grand classique indémodable. Et oui, le traditionnel petit cube de pierre a toujours la cote auprès des jardiniers pour habiller les allées neuves. Il affiche des arêtes nettes et un parement impeccable. Lorsqu'il est récupéré, il bénéficie d'un aspect patiné, possède des angles et des parois arrondies qui sont notamment dus à l'usure du temps. Alors dans un jardin, les deux solutions apportent une note élégante et chic en raison de leur dimension qui est réduite et souvent très bien proportionnée au décor. Mais il est vrai qu'un pavage ancien introduit un petit supplément d'âme. Il donne aux allées un air de vécu, créant ainsi l'illusion qu'elles existent depuis toujours. D'où vient-il ? Alors le pavé en pierre naturelle possède deux origines. Neuf, il provient de carrières, alors que recyclé, il est récupéré lors des travaux de réfection de voirie. Ce dernier est donc plus économique et surtout plus écologique. En effet, il bénéficie d'une patine très appréciée pour donner du charme à une allée. Mais attention, les pavés recyclés sont très recherchés, ils ont beaucoup de succès actuellement et ils ont tendance à se raréfier. Les stocks sont donc sujets à de fortes variations et leur coût d'achat aussi. À propos du coût, n'a-t-on pas intérêt à choisir des pavés en pierre reconstitués ? Alors c'est une possibilité, effectivement, Laurélie. Mais de quoi s'agit-il ? Alors les pavés en pierre reconstituée sont fabriqués à partir d'un mélange d'agrégats d'origine naturelle et d'une résine. Ils bénéficient actuellement d'un aspect similaire à ceux en pierre naturelle, car les moules utilisés pour les fabriquer industriellement présentent des aspérités qui, ajoutées aux divers coloris, produisent des effets ressemblant à s'y méprendre aux pavés anciens. Autant vous dire, Laurélie, qu'on est bien loin des fameux pavés autobloquants des années 70. Et puis la manière de les poser peut aussi animer un pavage ? Alors effectivement, au-delà de sa texture, de son coloris ou de ses dimensions, le pavé peut être mis en valeur par la manière de le poser. L'assemblage en ligne, le plus simple et le plus facile à mettre en œuvre, est particulièrement indiqué pour les jardins d'esprit naturel, à la campagne ou en bord de mer. En revanche, une pose plus sophistiquée, reproduisant par exemple des arabesques ou les fameuses queues de paon qu'on va retrouver sur les grands boulevards des grandes villes, convient mieux aux demeures prestigieuses et aux jardins classiques. Merci Pierre pour ce tour sur la pierre. On fait un tour de la brique maintenant ? Alors la brique en terre cuite est un matériau traditionnellement employé dans les régions anglo-normandes et flamandes. On les utilise pour la construction de maisons et de murs. Et la brique, elle a finalement progressivement été détournée de son usage d'origine pour habiller les sols. Les briques destinées justement au revêtement d'une allée doivent être pleines et non creuses ou alvéolées afin de mieux résister aux aléas climatiques comme le gel. Elles sont pour la plupart rectangulaires, de couleur terre cuite et légèrement flammée, mais certaines se distinguent par un profil plus étroit, plus allongé, apportant davantage de finesse et d'originalité aux allées. Comment les disposer entre elles ? Alors les modes de pose sont au nombre de deux. La pose sur la tranche, dite de champ, on voit la plus petite face, et la pose à plat, on verra dans ce cas-là la plus grande face. Mais c'est surtout le calpinage qui va donner à une allée en brique tout son charme. Le calpinage ? Oui, alors ça c'est un terme un peu technique, un terme qui désigne la manière d'assembler les briques entre elles. Et là, plusieurs procédés sont possibles. Le premier, c'est la pose en ligne qui est la plus simple. Les briques sont installées en rang, les unes à la suite des autres, dans le sens de l'allée ou perpendiculairement à celle-ci. C'est très rapide et facile à mettre en œuvre. En revanche, le calpinage en chevron est un peu plus compliqué à réaliser. Il s'inspire des parquets en bois et produit au jardin et dans le prolongement d'une habitation un effet décoratif d'un très grand raffinement. Attention toutefois à ne pas en abuser, car pour des grandes surfaces, l'œil a tendance à se lasser très vite lorsque le motif est alambiqué. Enfin, l'ultime matière minérale avant le bois, les dalles ?
Les dalles, effectivement, les dalles en pierre naturelle ou reconstituées affichent une élégance chic et intemporelle qui convient à tous les jardins. Alors les roches naturelles comme le granit, le grès, le calcaire ou le schiste sont des valeurs sûres, aux côtés desquelles la pierre reconstituée tire finalement assez bien son épingle du jeu. Ah bon ? Vous appréciez la pierre reconstituée ? Et oui, personnellement, je trouve que c'est une belle alternative à la pierre naturelle qui offre de nombreux atouts comme son prix bien meilleur marché, mais aussi des formes et des dimensions qui permettent de répondre à toutes les configurations d'allées. La pierre reconstituée est un matériau composé d'agrégats rocheux d'origine naturelle et d'un liant comme pour les pavés. Les dalles se parent ainsi de teintes et de textures similaires aux roches régionales telles que le tuffeau du Val-de-Loire, le calcaire de Bourgogne, le schiste breton ou le grès des Vosges. Naturel ou reconstitué, ici aussi, c'est le mode de pose, le calpinage donc, qui donne son charme au dallage, c'est ça ? Alors effectivement, on va pouvoir faire une pose traditionnelle en posant les dalles les unes à la suite des autres, mais on peut aussi oser des alliances et sortir des sentiers battus en faisant preuve d'imagination. Ainsi, aux dalles de schiste ou en granit, il peut être judicieux de marier des pavés ou de la brique, mais aussi d'autres matériaux comme le bois ou le gravier. La combinaison de différentes matières a pour objectif d'animer les surfaces importantes et plus particulièrement les grandes terrasses ou les allées empruntées par les voitures. Maintenant qu'on sait tout là-dessus, il nous reste la dernière matière, le bois. Une matière authentique et chaleureuse. Effectivement, au palmarès des matériaux utilisés pour les revêtements de sol, le bois talonne de très près la pierre naturelle et le béton. Alors c'est essentiellement dû à sa grande diversité d'aspects et de textures, doublée d'une adaptabilité à tous les profils de terrain. Et ça permet aux jardiniers de réaliser tout type de circulation sans avoir recours à la maçonnerie. En effet, les bastings, les lattes et les lames nécessaires à la réalisation d'une surface en bois sont faciles à couper et à assembler, et ce avec un minimum d'outillage, à savoir une simple scie et une perceuse. Seule l'ossature portant les lames impose un tant soit peu de connaissances, assurant la stabilité et l'aplomb de l'ouvrage. Et ensuite, l'Aurélie, la pose des lames, c'est un véritable jeu d'enfant. Super. Pour une allée, alors du coup, quel bois doit-on choisir ? Alors là, l'Aurélie, plusieurs possibilités, mais moi, ce que je vous conseille, ce sont des essences régionales. Vous savez, le chêne, le robilier, le châtaignier, le pin. Ce sont des essences qui bénéficient de labels certifiant de leur provenance, le plus souvent de forêts européennes, gérées de manière durable et respectueuse de l'environnement. Ces essences locales offrent une alternative aux essences exotiques originaires d'autres continents, mais elles sont moins écologiques, ne serait-ce que pour la déforestation qu'elles causent, mais aussi en raison de l'énergie nécessaire à leur acheminement. Et le bois composite ? Alors c'est une possibilité, l'Aurélie, mais il faut être très vigilant car la qualité de ces lames en bois composite est assez variable. Pour bien comprendre, les lames en bois composite sont fabriquées à partir d'un mélange de sciure et de polyéthylène haute densité. C'est une colle ultra résistante. Selon le mode de fabrication, on est en train de réaliser que certains modèles de lames pâlissent sous l'effet du soleil et que d'autres, notamment les lames alvéolées, se vrillent. Et ça, c'est pas top pour une allée. À ce jour, seules les lames pleines et donc sans alvéoles, provenant essentiellement des États-Unis et du Canada, présentent une certification fiable. Par conséquent, la commercialisation et la pose des lames composites est très souvent assurée par des menuisiers ou par des entrepreneurs paysagistes. Côté robustesse, Pierre, le bois n'a-t-il pas une mauvaise presse ? Alors oui, c'est vrai, le bois est une matière naturelle dont la composition, essentiellement des fibres, a la réputation d'être fragile car très sensible aux aléas climatiques. Cette relative fragilité contrecarre effectivement cet aspect authentique et cette texture chaleureuse que vous évoquiez tout à l'heure, L'Aurélie. Le choix d'une essence à bois dense comme le robinier ou le cyprès ou fortement tannique comme le châtaignier ou le chêne contrecarre cette fragilité. Pour les autres essences comme le pin du Nord ou le pin des Landes, un traitement thermique du bois procure pendant quelques dizaines d'années une bonne résistance aux détériorations causées par l'humidité. Côté entretien, Pierre, c'est un peu plus contraignant que le minéral, non ? Alors oui, L'Aurélie, si l'on cherche à conserver la teinte et l'aspect d'origine du bois. Il faut savoir que toutes les essences perdent leur apparence neuve quelques mois après la pose. C'est un phénomène tout à fait naturel. Alors si l'on souhaite conserver ou retrouver la teinte d'origine d'un plancher en bois et le protéger de la pluie et des rayons du soleil, il faut appliquer tous les 2 ans environ un nettoyant composé d'un anti-algue et d'un anti-mousse, puis ensuite un dégrisant, puis enfin un saturateur. Il est vrai que toute cette succession d'opérations peut qualifier ce type d'entretien de contraignant. En revanche, une surface en bois laissée telle qu'elle, simplement brossée et lavée à la sortie de l'hiver, présente, à mon avis, un aspect cendré qui correspond bien à la tendance forte du moment, l'esprit nature. Un grand merci Pierre pour ce tour d'horizon complet des matériaux proposés pour habiller les allées de son jardin. À très vite L'Aurélie. Quant à nous, retrouvons-nous bientôt pour découvrir d'autres idées, conseils et infos à écouter sur les podcasts Aménager son jardin de Rustica.